Ben, évidemment, ça me fait plaisir d'être ici. J'ai accepté l'invitation avec plaisir parce que on entend beaucoup plus parler du cancer des ovaires, du cancer du sein, puis il y a peut-être plus d'attention qui est mise sur la question du cancer du sein parce que c'est tellement plus fréquent que le cancer des ovaires. Mais le cancer de l'ovaire est tellement, on va pas dire qu'il est tellement plus méchant, mais il est quand même très agressif et il est peut-être un petit peu minimisé dans l'histoire. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Puis, je n'ai pas prévu une très, très longue présentation comme telle parce que je veux laisser plus de temps pour la discussion et l'interaction. Alors, soyez bien à votre aise, puis vous pouvez m'arrêter durant la présentation en tout temps, ça ne me dérange absolument pas. Alors, c'est sûr que je vais plus m'attarder à la question des ovaires parce que je suis sûre que vous avez des présentations très fréquentes sur le cancer du sein. Évidemment, c'est toujours un sujet qui est délicat puis qui est émotif parce que nécessairement, ça touche la famille. Puis comme c'est des cancers du sein et de l'ovaire, bien, ça touche souvent mère-fille, quoique ce n'est pas exclusivement mère-fille, mais c'est sûr que ça, c'était une photo qui m'a toujours bien frappée parce que c'était dans Châtelaine, là, ça fait plusieurs années de ça. Je l'ai toujours gardée puis je trouve qu'elle parle beaucoup par rapport à toute l'intensité du lien émotif. Non seulement d'avoir un cancer, mais d'avoir l'impression qu'on l'a peut-être prédisposé ou transmis à notre famille, c'est certainement très émotif. Alors, pour ce qui est de la présentation, je vais faire une brève introduction. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance au niveau de la génétique. Je vais quand même faire une brève introduction. Et puis après ça, on va parler des méthodes de dépistage et de prévention du cancer des ovaires. Donc, vous voyez ici qu'une femme sur 9, là, si on se décompte ici, là, il y a une femme sur 9 qui va développer, puis peut-être qui va développer un cancer du sein au courant de la vie. Et en contrepartie, seulement une femme à peu près sur 70 va faire un cancer ovarien. C'est beaucoup moins fréquent que, puis vous voyez la grosseur de la tarte, c'est beaucoup moins fréquent que le cancer du sein. Les hommes ont leur contrepartie, le cancer de la prostate. Un homme sur 7 aujourd'hui qui va développer un cancer de prostate. C'est très, très, très fréquent. Si on regarde le cancer du sein, si on regarde la tarte de tous les cancers du sein, c'est quand même juste une petite proportion qu'on appelle des cancers héréditaires ou familiaux. Puis on fait même une distinction dans le cancer du sein, des cancers du sein qui sont familiaux. C'est-à-dire que c'est des familles où il y a beaucoup de cancers du sein, mais on ne met pas nécessairement en évidence une anomalie génétique précise, peut-être parce qu'on ne la connaît pas encore, mais il y a une certaine prédisposition, une certaine proportion, je vous dirais, de cancers du sein qui sont héréditaires ou qui sont familiaux, qu'on en a plusieurs dans les familles, mais on n'a pas trouvé d'anomalie génétique, alors qu'à peu près 5 à 10 % des cancers du sein sont clairement reliés à une anomalie génétique qui est transmise de génération en génération. En contrepartie, dans le cancer de l'ovaire, 10 à 15 % des cancers de l'ovaire sont clairement héréditaires. Il ne semble pas y avoir de famille de cancers ovariens où il y en a plusieurs et on ne trouve pas. Vraiment, quand il y a plusieurs cas de cancer ovarien dans une famille, habituellement, il y a une anomalie génétique. Maintenant, si on regarde encore plus précisément, si on prend le 5 à 10 % des cancers héréditaires, à peu près, on peut diviser ça en tiers. Le tiers va être dû à des anomalies dans BRCA1, un tiers dans BRCA2, puis il y en a un autre tiers qu'on se doute bien qu'elle est due à un autre gène, ça peut être le P53, en fait, il y en a toute une série qu'on nommera pas là, mais comme vous pouvez voir, c'est une redistribution d'à peu près d'un tiers à chacune des anomalies génétiques. En contrepartie, dans le cancer de l'ovaire, si on regarde le 10 à 15 % qu'on connaît qui est héréditaire, la très grande majorité est reliée à BRCA1. C'est-à-dire que dans une famille où il y a un cancer ovarien, plus souvent, on va trouver du BRCA1, alors que dans des familles où il n'y a que des cancers du sein, on va trouver plus de BRCA2, grosso modo. On a quand même un 15 % de familles avec du cancer ovarien qui peut être BRCA2, mais la plupart du temps, c'est plus avec BRCA1. Encore une fois, brièvement, je ne sais pas quelles sont vos connaissances, mais comme vous le savez, on a dans la naissance une copie de chaque gène qui vient du père et une copie qui vient de la mère. Et alors, normalement, on a 2 copies normales. En principe, on a 2 copies normales. Et dans le courant de la vie, il peut arriver qu'on acquiert une mutation qu'on appelle spontanée, donc dans le courant de la vie. Mais encore une fois, avec une mutation, on peut fonctionner normalement et on ne fera pas de cancer. Et si plus tard, on atteint une autre mutation dans la 2e copie du gène, c'est là que le cancer se développe. C'est ce qu'on appelle le second hit. La théorie du 2e hit, c'est que ça en prend 2 avant de développer le cancer.
Le problème, c'est que lorsque l'on naît avec une prédisposition, on est déjà, je vous ai déjà un peu, on peut dire, on est avec une strike, là, on est déjà avec une copie anormale du gène. Et donc, dans le courant de la vie, ça en prend seulement une deuxième pour que là, le cancer se développe. C'est pour ça que dans les familles où il y a cette anomalie, la probabilité de développer un cancer est beaucoup plus élevée parce qu'on est déjà, comme je vous disais, avec une prédisposition. Encore une fois, vous le savez, ce n'est pas parce qu'on est porteur de l'anomalie qu'on va nécessairement faire le cancer. On est plus à risque. On ne va pas nécessairement le faire parce que si, pour toutes sortes de raisons, environnementales, nutritionnelles ou je ne sais trop encore, si on n'a pas la deuxième anomalie dans le courant de la vie, on ne le fera pas, le cancer. Donc, ce n'est pas un gène qui donne le cancer, c'est un gène qui prédispose. C'est important de faire la nuance. Puis encore une dernière petite notion de base, c'est que vous savez que lorsque une personne est porteuse de l'anomalie, elle a une chance sur deux, puis ça c'est la pure loi du hasard, une chance sur deux de transmettre l'anomalie à l'un ou l'autre de ses enfants. Ça peut être le gars qui l'a, ça peut être la fille. C'est pas parce que c'est une anomalie qui donne le cancer du sein puis des ovaires que c'est une anomalie qui se transmet juste aux filles. Ça peut se transmettre aux garçons également. Puis des fois, les patients pensent que parce que ma fille, elle me ressemble beaucoup physiquement, qu'elle va avoir l'anomalie. Pas non plus, ça n'a pas rapport. C'est purement aléatoire. Mais grosso modo, c'est à peu près 50 %. Quand on regarde les probabilités, vous savez, je l'ai dit tantôt, qu'une femme sur 9, donc ça fait une probabilité de 11 % dans le courant de la vie, chaque personne a 11 % de chance de développer le cancer du sein. Si on est porteur de l'anomalie dans BRCA1 ou BRCA2, ces risques-là montent à 85 % de chance que dans le courant de votre vie, la personne développe un cancer du sein. Alors, c'est énorme, c'est 85 %. Mais si on part du taux de base à 11 %, c'est à peu près 8-9 fois plus de chances de faire le cancer que la personne qui n'a pas l'anomalie génétique. Maintenant, si on regarde du côté du cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui est beaucoup plus rare. Ici, on dit 1 %, on peut quasiment dire 2 % parce que c'est 1,7 ou 1,8. Mettons le 2 % pour ne pas être cheap, comme on dit. Et donc, si on a 2 % de chance dans la population générale, vous voyez que si vous êtes porteur de l'anomalie de BRCA2, vos chances montent à 27. Puis si vous êtes porteur de BRCA1, ça monte à 68. C'est moins que le sein, mais proportion gardée du risque à la base, c'est 60 fois plus, 30 fois plus. C'est beaucoup plus de risque de développer le cancer de l'ovaire quand on est porteur de l'anomalie par rapport au cancer du sein. Mais globalement, on voit plus de cancer du sein parce que c'est plus fréquent aussi à la base. Je ne sais pas si je m'explique clairement. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur cette section de la présentation? Je ne veux pas faire ça trop lourd parce que soit vous le savez déjà ou je ne veux pas faire ça trop technique non plus. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui? Le pourcentage de risque, par exemple, de développer un cancer ovaire, est-ce qu'il va dire que peut-être 68 % en cas de BRCA1? Est-ce qu'il y a un âge où c'est plus risqué que d'autres? J'ai une courbe tantôt qui le démontre. Donc, quand on dit 85 ou 60, ça, c'est comme on dit, c'est cumulatif sur le courant de toute la vie. Et vous allez voir qu'il y a un âge à partir duquel là, les risques augmentent davantage. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on adapte les stratégies de prévention et de dépistage selon qu'est-ce qu'on pense qui va être à peu près l'âge où ça risque d'arriver, si c'était pour arriver, grosso modo. OK. Bon, dépistage. Puis là, je ne parlerai pas de sein, je pense juste pour le cancer de l'ovaire. OK? Bon, il faut se rappeler que quand on fait du dépistage, c'est que notre objectif, c'est de réduire la mortalité en découvrant le cancer plus précocement. C'est ça du dépistage. Pareil comme quand on fait du dépistage pour le cancer du côlon, qu'on fait du dépistage pour le cancer du col, c'est qu'on veut trouver l'anomalie à un stade tellement précoce que les chances sont qu'on va pouvoir guérir la personne ou qu'on va avoir un meilleur résultat. OK? Alors ça, c'est l'objectif de faire de la prévention. Du dépistage, excusez-moi. Alors, dans le cancer ovarien, il y a 3 stratégies dans le dépistage. Il y a la prise de sang qui s'appelle le CA125. Est-ce que tout le monde est familier avec ça? C'est une prise de sang qu'on fait, là, évidemment, par la prise de sang. Puis, c'est un marqueur de cancer ovarien. Le problème, c'est que ce n'est pas juste pour le cancer de l'ovaire. Puis, ce n'est pas juste le cancer qui peut donner une élévation du marqueur. Surtout chez les femmes jeunes,
Le problème de ce marqueur-là, c'est que si vous êtes en période prémenstruelle, si vous avez des fibromes utérins, si vous avez de l'endométriose, il y a plusieurs conditions bénignes qui peuvent faire monter le marqueur. Fait que c'est un petit peu, des fois, une arme à deux tranchants parce que s'il faut que le marqueur s'élève un petit peu, là, la patiente vient tellement énervée, c'est parce qu'elle a le cancer, mais pas nécessairement. Surtout chez les femmes préménopausées, il y a plusieurs conditions bénignes qui peuvent faire monter le marqueur. Fait qu'il faut faire attention. Puis toutes les conditions qui peuvent irriter le ventre. Vous avez une grosse gastroentérite, une appendicite, une grosse pneumonie, une colite. Enfin, tout ce qui peut irriter votre ventre va faire monter le marqueur. Bien, ce n'est pas du cancer. Okay? Fait qu'il faut faire attention, mais c'est quand même un bon outil. Le deuxième outil de dépistage, c'est l'échographie, parce que là, on vérifie évidemment l'utérus, les trompes et les ovaires. Puis si jamais vous avez à subir le test, autant que possible, chez les femmes préménopausées, on essaye. Je sais que ce n'est pas facile parce que là, quand vous avez votre date, là, vous ne savez pas toujours vous êtes où dans votre cycle, mais l'idéal, c'est dans la semaine avant les menstruations. C'est là où on a le moins de chances d'avoir ce qu'on appelle des faux positifs, c'est d'avoir des kystes, mais c'est juste des kystes en lien avec votre ovulation qui vient d'arriver. C'est pour ça que l'idéal, c'est de faire l'échographie avant la menstruation parce qu'on a moins de kystes, des kystes fonctionnels qu'on appelle. Chez les femmes post-ménopausées, évidemment, ce n'est pas un problème. Et puis, le troisième élément du dépistage, c'est l'examen clinique. En tout cas, ceux qui viennent me voir savent que je fais un examen souvent recto-vaginal pour bien palper l'utérus, les trompes et les ovaires. Et ça, on recommande de le faire selon les risques de la famille aux 6 à 12 mois. Alors, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a aucune étude qui démontre que de faire le CA125, l'écho puis l'examen à tous les 6 ou 12 mois, qui démontre qu'on va nécessairement être capable de détecter le cancer s'il y en a un précocement, puis qu'on va nécessairement améliorer la survie. Alors ça, c'est un peu décourageant quand on se fait dire ça. Mais c'est ça qui est le problème, c'est que l'échographie n'est pas assez sensible, n'est pas assez sensible ou capable de détecter vraiment précocement. Et lorsqu'à l'échographie, on voit une masse puis qu'elle est cancéreuse, bien, elle est déjà pas mal installée puis elle est déjà des fois à un stade avancé. Alors que la mammographie est beaucoup meilleure. La mammographie est capable de détecter ce qu'on appelle les microcalcifications, les petits dépôts de lait, des fois qu'on appelle là, sur la mammographie. Et c'est microscopique, c'est pas palpable. Et c'est très précoce. Et à ce moment-là, si la personne est détectée, quand il y a juste les petites microcalcifications, souvent, ça va être très précocement, puis la survie va être excellente. Dans le cancer de l'ovaire, l'échographie n'est pas aussi bonne, si je pourrais dire, que la mammographie pour détecter le cancer du sein. Et on le fait pareil, mais ce n'est pas parfait. Alors, c'est quoi l'autre stratégie? Bien, l'autre stratégie, c'est ce qu'on appelle la réduction de risque. Et là, c'est d'essayer d'intervenir en amont, encore plus tôt. En fait, c'est d'essayer de prévenir le cancer avant même qu'il ne se développe. Contrairement au dépistage où on dépiste quelque chose qui est précocement établi, dans la prévention, c'est qu'on veut intervenir avant même que le cancer se développe. Alors, ça, c'est nous autres, dans le dedans. Au milieu, c'est l'utérus. Mais s'il y en a qui se questionnent, c'est quoi les fameux fibromes dont on parle? Voyez-vous, c'est des petites croissances de chair sur la surface de l'utérus. C'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. Et ça, c'est les ovaires. Et puis ça, c'est les trompes. Alors ça, c'est une grosseur normale pour un ovaire, à peu près comme une petite noix, là, à peu près comme ça. Alors la vessie est en avant ici, puis le rectum est juste en arrière. Ça, le colorant bleu, inquiétez-vous pas de ça, c'est une chirurgie que je faisais pour ce qu'on appelle le ganglion sentinelle, mais peut-être certaines d'entre vous êtes familiers avec le ganglion sentinelle dans le cancer du sein. On fait la même chose aussi dans les cancers de l'utérus et du col. Donc, on voit le colorant bleu qui migre bien. Alors, c'est important quand on parle d'enlever les trompes et les ovaires, on propose souvent de le faire par le trou du nombril, comme on dit communément, ou par la laparoscopie. Et c'est important de bien enlever toute l'ovaire puis de bien enlever toute la trompe et de ne pas laisser des petits bouts d'ovaire ou des petits bouts de trompe parce qu'on n'a pas tout bien enlevé. Parce que ça peut être la cause d'une patiente qui, des années après avoir eu l'ovariectomie, elle nous revient avec un cancer qu'on appelle du péritoine. Mais le plus souvent, c'est qu'il est resté des petits morceaux involontairement pendant l'opération. Donc ça, c'est très important. Alors, l'avantage d'enlever les trompes et les ovaires préventivement sont très grands.
les statistiques démontrent qu'on réduit les risques de cancer de l'ovaire de 97 %. C'est pas 100 %, mais presque. Pourquoi ce n'est pas 100 %? Parce que, comme je l'ai mentionné, dans certains cas où les ovaires peuvent être très collés, très adhérents, il peut peut-être rester un petit peu de tissu ovarien. Et on sait aussi qu'il est très important de bien aviser le pathologiste quand on fait la chirurgie préventive, parce que le pathologiste va couper la trompe et l'ovaire en tranches fines pour détecter des microscopiques anomalies. Alors que normalement, si je fais une ovariectomie pour une condition autre, le pathologiste regarde l'ovaire, coupe ça dans le milieu, tout est beau, pas de problème. Dans un cas de cancer fait pour une chirurgie, une patiente qui a une anomalie héréditaire, toute la trompe, tout l'ovaire sont coupés en tranches fines pour détecter précocement des anomalies. Donc, on réduit de 97 % le risque de développer un cancer de l'ovaire ou du péritoine. Le péritoine, c'est la membrane. Je peux peut-être vous le montrer, parce que vous l'entendez des fois dans les... Le péritoine, c'est toute la membrane là, à l'intérieur qui tapisse le dedans du ventre. C'est pareil comme le dedans de la bouche, là. C'est ça, le péritoine. C'est une membrane qui est lisse. Alors, donc, l'autre avantage, c'est que lorsqu'on enlève les ovaires, précocement, là, dans la quarantaine, puis peut-être même avant dans certains cas, évidemment, on enlève la production hormonale et on réduit de façon quand même très significative les risques de cancer du sein. Fait que ça, c'est un double bénéfice. Et le sein et les ovaires, on peut prévenir de façon quand même assez importante. Puis même chez une patiente qui fait enlever ses ovaires et ses trompes, même si on lui donne des hormones après, et puis ça, on va en parler tout à l'heure, ça ne réduit pas l'effet protecteur sur la réduction du risque de cancer du sein. Alors, les femmes qui sont porteuses d'anomalies génétiques, mais qui n'ont jamais elles-mêmes fait de cancer du sein, il est permis, celles qui le veulent, celles qui sont très symptomatiques, il est permis de prendre des hormones, ce n'est pas un péché, c'est permis de le faire, et ça ne semble pas réduire le bénéfice sur la protection du cancer du sein. Je ne vous cacherai pas que la majorité de vous que je reconnais qui viennent nous voir sont réticentes quand même à prendre des hormones parce qu'ils ont tellement peur du cancer du sein. Mais il y en a quelques-unes qui le font parce qu'elles sont très symptomatiques. Évidemment, si on enlève les trompes et les ovaires après la ménopause, ça ne change pas énormément les risques de cancer du sein, mais si on les enlève avant la ménopause, c'est un bénéfice additionnel. Puis évidemment, le fait d'enlever les trompes et les ovaires, pour plusieurs patientes, bien, ça réduit l'anxiété et la peur de développer un cancer. Puis c'est pas banal comme avantage non plus. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est très, très important de bien enlever toute l'ovaire et de bien enlever toute la trompe. En début de chirurgie, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met de l'eau à l'intérieur du ventre, là, dans le bas ici. Oups, on met de l'eau ici, puis on l'aspire. Et on fait analyser pour s'assurer qu'il n'y a pas de cellules anormales qui pourraient être présentes dans les trompes, puis dégoûter, si vous voulez, dans la cavité péritonéale. Et puis, c'est déjà arrivé qu'on attrape des cellules cancéreuses juste dans cette eau-là, puis on dit « Oh, ça venait des trompes ». Puis on les a trouvées dans les trompes. Alors, on examine bien toute la surface du ventre, puis si on voyait quoi que ce soit, un petit dépôt qui ne paraît pas normal, évidemment, on fait une biopsie. Puis on avertit le pathologiste qu'on enlève les trompes et les ovaires dans un contexte de génétique pour que les trompes soient évaluées et les ovaires au complet de façon très minutieuse. C'est un protocole spécial. Bon, quand est-ce qu'on enlève les trompes et les ovaires? Ça, c'est toujours la grande, grande question, puis c'est toujours la grande, grande discussion quand Jocelyne m'envoie des patients. Bon, l'âge idéal n'est pas clairement défini. On dit à partir de l'âge de 35 ans ou quand on a fini la famille. Mais là, tu sais, il y a pas mal de slack dans ça. Là. 35 ans, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore fini la famille. Alors, c'est toujours une discussion qu'on a avec chaque patiente. C'est sûr que je vais vous montrer des courbes là, je pense, la prochaine diapositive. C'est sûr que le cancer des ovaires, c'est rare avant 40 ans, mais il y en a. Puis le problème qu'on a, c'est qu'on sait quand on enlève les ovaires à 35 ans, on cause des effets secondaires, puis on a un impact sur la qualité de vie qui est énorme. Alors, on ne veut pas causer des préjudices à la patiente, puis en même temps, on ne veut pas attendre. Puis là, la patiente nous arrive, puis pas qu'elle a développé son cancer ovarien ou son cancer des trompes pendant qu'on attendait de faire la chirurgie préventive. Alors ça, c'est toujours un petit peu, si vous voulez, l'ambivalence que l'on a, puis que je discute avec chaque patient.
C'est sûr que de façon générale, ça c'est vraiment général, dans les BRCA1, le cancer est un petit peu plus précoce que dans les familles BRCA2. Personnellement, j'ai tendance à retarder un petit peu l'ovariectomie préventive dans les BRCA2 parce que statistiquement, les probabilités qu'il y ait un cancer sont un petit peu plus tard. Alors, c'est ça dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est les risques de cancer du sein. En rouge, c'est BRCA1, puis en vert, c'est BRCA2. C'est sûr que si vous regardez à 30 ans ici, il y a quelques pourcents de patients qui vont faire des cancers du sein avant 30 ans, mais c'est rare. À partir de 35 ans, là, vous voyez que les courbes commencent à monter, là, pour la peine. Là, ça commence à s'élever pour la peine. Voyez-vous, à partir de 30-35 ans, là, les risques de cancer du sein, déjà à 40 ans, c'est un 10-15 %. Si on regarde le cancer de l'ovaire, encore une fois, avant 30 ans, c'est exceptionnel. Puis même dans les BRCA2, voyez-vous, la ligne est assez flat jusque vers 50 ans pour les BRCA2, puis oups, là, ça commence à monter un petit peu. Pour ça, je vous disais, j'ai tendance à attendre un petit peu parce que les probabilités sont plus faibles. Par contre, dans les BRCA1, vers 40 ans, 35-40 ans, ça commence à monter un petit peu. Alors, c'est toujours un petit peu cette ambivalence entre prévenir, puis en même temps, bien, moi, je sais que je vais causer des effets secondaires, puis que je vais causer du trouble sur la qualité de vie des patients, puis on va en parler dans quelques instants. Alors, c'est quoi les désavantages? Les avantages sont clairs, on prévient le cancer, mais les désavantages, il y en a. Je l'ai parlé tout à l'heure, il y a un risque qui est faible, mais 2-3 %, c'est pas 5 %. Pour moi, dans la pratique, c'est vraiment même 1 ou 2 % de développer un cancer dans le péritoine. C'est très rare. Bon, comme toute chirurgie, il y a des risques de complications, puis il ne faut pas les banaliser. Même si on dit, ah, c'est une chirurgie d'un jour, puis on fait ça par les petits trous. J'ai assez de cheveux blancs pour savoir quand même une chirurgie qui est supposée d'être simple puis pas compliquée peut devenir compliquée, puis des complications, ça arrive. Donc, il ne faut jamais minimiser une chirurgie. Mais ce qui est surtout important pour les femmes, c'est la ménopause. C'est clair, quand on enlève les trompes et les ovaires à 38, 40, 42 ans, puis qu'on enlève net frais de sec, comme on dit, la production hormonale, c'est clair qu'il y a des impacts importants. C'est pas comme une ménopause naturelle qui s'installe progressivement. Là, c'est drastique. Une minute, il y en a. La minute d'après, j'exagère, mais il n'y a plus d'hormones. C'est très rapide. Et alors, les effets physiques et physiologiques sont importants. Sont importants puis sont aussi un peu imprévisibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux femmes pareilles. Il y en a que c'est l'enfer. C'est 25 bouffées de chaleur par jour, par nuit, ça plus capable de dormir, déprimé, fatigué, épuisé, c'est épouvantable. Puis il y en a d'autres qui me disent, oh, quelques chaleur, un petit peu, je suis pas si pire que ça. C'est vraiment difficile, c'est vraiment variable. C'est difficile de savoir quelle patiente qui va être extrêmement symptomatique. Puis on n'est pas capable de le prédire nécessairement très bien. C'est sûr que la patiente qui a eu à avoir de la chimiothérapie pour un cancer du sein, elle a un peu expérimenté, souvent pendant la chimiothérapie, des fois une baisse de la fonction hormonale. Elle peut avoir dit, oui, je sais ce que c'est, j'ai eu des bouffées de chaleur pendant la chimio. Bien, tu sais, elle est capable au moins d'avoir une idée de ce à quoi elle doit s'attendre. Pour les autres, c'est difficile. Des fois, il y en a qui me disent, bien, moi, ma mère, elle n'a pas eu beaucoup, ma mère, elle en a eu beaucoup. Ça peut être physiologiquement comparable, mais c'est quand même difficile à dire. Je remarque que les patients, puis ça c'est une observation, mais qui ont beaucoup de symptômes prémenstruels, de gros changements émotifs, puis c'est changements prémenstruels importants. Ceux-là, je remarque qu'ils ont tendance à avoir aussi un petit peu plus d'inconvénients lorsqu'on enlève les trompes et les ovaires. Après, bien, il y a la question, est-ce que ça fait vieillir prématurément? Bon, la peau, vois-tu rider plus? Ça, je ne suis pas certaine, mais il y en a qui disent que oui. Puis clairement, au niveau de l'ostéoporose, vous savez, l'émiettement des os, c'est sûr que si on n'a pas d'estrogène et qu'on n'a pas de support hormonal, il faut vraiment voir l'ostéoporose. Donc, ça veut souvent dire qu'il faut prendre des remplacements ou des suppléments de calcium, vitamine D. Alors, il est ici clairement établi aussi que le fait d'enlever les trompes et les ovaires et surtout la fonction ovarienne augmente les risques de la maladie cardiaque à plus long terme. Ce n'est pas banal, ça non plus, quand on enlève les ovaires à 35-38 ans. À plus long terme, il peut y avoir des impacts quand même significatifs au niveau des risques de maladie cardiaque. Après, bien, quand on a des sécheresses vaginales 3+, puis qu'on a de la misère à avoir des relations sexuelles, puis avoir du fun un peu avec le conjoint, puis ça devient difficile au niveau du rapport
conjugale, ben c'est majeur là, comme impact aussi. Là. Alors, on veut bien donner des crèmes et des gels, là, mais il reste que s'il faut en parler parce que c'est des impacts. Donc, le fait d'enlever les trompes et les ovaires, ça ne paraît pas physiquement comme se faire enlever les seins. Les seins, ça paraît comme, oh mon Dieu, l'image corporelle. Ça ne paraît pas se faire enlever les trompes et les ovaires. C'est 3-4 petites cicatrices grandes de même. Mais l'impact sur la qualité de vie, à mon avis, est beaucoup plus grand que de se faire enlever les seins. Et il ne faut pas le sous-estimer. Alors, il y a un impact aussi sur l'image corporelle, quoique moins visible, mais intérieurement, pour certaines femmes, ils ressentent une sensation de vide, comme s'il y avait moins de féminité, comme même jusqu'à l'identité personnelle pour certaines patientes, ça peut aller assez loin. Fait que c'est pas, comme je vous dis, c'est jamais une décision que je prends à la légère. On en discute beaucoup avec les patients, Jocelyne ici aussi. Et parce que moi, après, je vous vois quand vous revenez avec vos symptômes et vos problèmes. Puis ça me fait de la peine quand je vois les patientes très symptomatiques. Alors, je suis pas contre, je le fais régulièrement, mais j'insiste beaucoup sur les effets secondaires pour que lorsque la patiente décide de le faire, elle soit bien consciente puis qu'elle ne soit pas désappointée après de l'avoir fait. Ce n'est pas pour faire peur non plus puis pour vous faire changer d'idée, c'est bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Bien, évidemment, c'est sûr que la femme qui elle-même n'a jamais fait de cancer du sein, c'est un petit peu plus facile parce que, moi je vous dis, la littérature dit qu'il est correct, qu'il est acceptable de prendre des hormones. Il y a toujours la fameuse crainte de faire un cancer du sein, oui, mais ce n'est pas démontré que le risque est nettement plus élevé. Alors, souvent, ce que je vais dire aux patientes, si elles sont très symptomatiques et qu'elles n'ont plus de vie, bien, on essaye de donner la dose la plus faible, on la donne le moins longtemps possible, puis on essaye d'ajuster au fur et à mesure. Évidemment, il y a bien des produits naturels sur le marché, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a des produits naturels qui marchent parce qu'ils contiennent des estrogènes. Appelez-les phytoestrogènes, appelle-les estrogènes naturels, appelez-les ce que tu veux. Appelle-le soya, tofu, graines de je ne sais pas quoi, du lin. Il y a des phytoestrogènes. C'est bien correct, mais c'est ça pareil. Alors, mais ça peut aider, ça peut être un bon complément. Après ça, bien, on va parler d'ostéoporose. Il faut peut-être envisager le calcium et prendre des suppléments de vitamine D, puis à la limite même des biphosphonates si jamais il y a vraiment de l'ostéopénie, donc un amincissement des os. Bon, il faut des bouffées de chaleur, c'est peut-être ce qui est le plus classique, là, c'est le symptôme qui est le plus, disons, visible, là, quand ça monte, c'est chaud. Si on ne peut pas prendre d'hormones, on propose assez fréquemment ce qu'on appelle l'Effexor. Peut-être certains de vous le connaissez. C'est un antidépresseur. Par contre, on le donne à des doses qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on donne pour la dépression. On donne du 37,5. Des fois, je monte à 75. Mais si on est rendu à 75 mg par jour et que ça ne nous a pas aidé, à mon avis, c'est inutile de monter plus. C'est juste que pour vous, ça ne marche pas. Mais en fait, ce qui a été remarqué, c'est que c'était des femmes qui prenaient des antidépresseurs pour la dépression, qui se sont rendues compte qu'elles avaient moins de bouffées de chaleur. C'est comme ça qu'on a découvert que ça pouvait moduler les récepteurs pour les bouffées de chaleur. Alors, c'est quelque chose que j'utilise ou que je propose assez régulièrement aux patients. Il y en a qui sont à l'aise avec ça, puis il y en a qui ne sont pas à l'aise. Après, bien, pour la libido, parce que ça, c'est l'autre affaire, dans les ovaires, il n'y a pas juste des estrogènes, ça produit de la progestérone. Et dans ce qu'on appelle le cortex, si vous voulez, on va dire la peau de l'ovaire, ça produit un tout petit peu de testostérone, qui est l'hormone mâle. Ça n'en produit pas beaucoup, mais ça donne du torque un petit peu. Donc, quand la patiente se retrouve avec plus d'ovaires tout d'un coup, elle dit là, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de libido, puis là, mon mari, il est tanné, là. C'est pas facile. Et puis, c'est vraiment physiologique, là. C'est pas juste dire ça me tente pas, là, c'est vraiment physiologique. On n'a pas beaucoup de choix ici au Québec en termes de remplacement ou il y a des thèmes qu'on appelle d'andriol. Il y a certains produits avec un petit peu de testostérone, mais c'est assez controversé. En Europe, en France en particulier, on a un petit peu plus de choix. Il faut faire attention parce que c'est un petit peu addictif. Tu développes facilement une dépendance à ça parce qu'elle était bien avec ça. Ça donne de l'énergie, ça donne de la drive, tout, mais c'est pas facile de couper une fois que tu as commencé ça, là. Après, bien, il y a les poils, il y a le gain de poids, il y a... Non, ça travaille, là. Puis le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de le doser facilement, la bonne dose pour chaque personne. Donc, c'est délicat.
Ouais. J'aimerais ça qu'on ait des produits un petit peu mieux balancés, je vous dirais, peut-être pour les femmes. Là. Ça va peut-être venir. Puis finalement, bien, la fameuse sécheresse, qu'est-ce que vous voulez, les patients disent, ah, c'est sec, c'est l'enfer. C'est pas un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, il y a toutes les crèmes, les gels, les lubrifiants, là, tout ce qu'on veut. Il y en a plein à la pharmacie. Et à un moment donné, je vois souvent, même la patiente qui a un cancer du sein, je ne le dis pas, puis je dis, dites-le pas, docteur Chiquette, là. Mais des fois, je dis, écoutez, là, il faut toujours bien avoir du fun puis avoir une vie aussi, là. Donc, on peut mettre un petit peu de crème d'estrogène, juste parce que là où ça fait mal puis que c'est déplaisant, c'est souvent à l'entrée. Une fois à l'entrée, après, ça va bien. Donc, mettre un petit peu d'estrogène à l'entrée du vagin, dans le vestibule, qu'on appelle à l'entrée. Il y a aussi l'anneau qu'on appelle Estring, c'est un petit anneau de plastique qu'on met dans le vagin, puis qui libère un tout petit peu d'hormones dans le vagin, mais il y a très, très, très peu d'absorption dans le système global et c'est permis même pour une femme qui a un cancer du sein. Il y a le Vagifem, maintenant le 10 microgrammes, là, qui ont baissé la dose. Alors, c'est toutes des petites stratégies qu'on peut prendre pour essayer d'aider s'il y a vraiment des problématiques là, au niveau de l'atrophie génito-urinaire. Alors, si on se répète un petit peu, l'âge idéal, il n'est pas fixé, c'est pas 35, c'est pas 40, c'est pas 45, moi, j'essaie de voir avec chaque patiente selon son histoire familiale. C'est sûr que si elle me dit, bien, ma mère a fait un cancer du sein à 42 ans, bien, tu sais, je ne voudrais pas attendre trop tard non plus, mais tu sais, si elle me dit, il y en a dans ma famille, mais il y avait 65 ans, et c'est plus tard, bien là, je vais essayer de gagner du temps. Fait que ça dépend beaucoup de l'histoire familiale, puis selon aussi l'inquiétude de la patiente. L'âge, je l'ajuste au fur et à mesure. Des fois, il nous arrive des patientes qui ont 60, 65 ans, puis là, ils viennent d'apprendre qu'ils sont porteuses. Bien, ce n'est pas parce qu'ils sont rendus à 65 ans qu'ils n'ont plus de risque, puis que là, il n'y a plus de danger pour les ovaires, au contraire. Donc, c'est valable aussi, l'ovariectomie pour les femmes post-ménopausées. Puis une autre chose, c'est que lorsqu'on enlève les trompes et les ovaires, on ne fait plus le CA 125 à chaque visite, puis on ne fait plus l'échographie. Fait qu'on est un peu clair avec ça. Ce n'est pas recommandé et nécessaire de le faire. Ça, je l'ai déjà mentionné, on réduit de 95 % les risques de cancer des trompes et des ovaires, on réduit de 50 % le cancer du sein, même 60 selon certaines études, quand on fait la chirurgie chez les femmes jeunes. Et il y a aussi une réduction de risque chez les BRCA, les femmes qui ont un cancer du sein estrogéno-négatif. Il paraîtrait que d'enlever les trompes et les ovaires, malgré tout, chez ces femmes-là qui n'ont pas un cancer qui est dépendant des estrogènes, ça peut être utile. Les impacts, on en a parlé pas mal. Bon, puis là, l'utérus, c'est toujours après ça la grande question. Tant qu'enlever les trompes et les ovaires, qu'est-ce qu'on fait tant qu'à? Qu'est-ce qu'on fait avec l'utérus? Puis là, bien, des fois, je dis en rigolant un petit peu aux patientes, c'est pas comme des rénovations, là, c'est pas tant qu'à faire ça, on va faire ça aussi. Là. Il reste qu'il ne faut pas le voir nécessairement, comme je dis, comme un combo. Ce n'est pas parce qu'on fait un qu'il faut faire l'autre. Alors, encore une fois, c'est individualisé, c'est discuter avec chaque patiente des problématiques s'il y en a ou pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que d'enlever l'utérus, ça augmente quand même l'opération. C'est une plus grosse opération que juste les trompes et les ovaires. C'est plus de risque de complications chirurgicales. Vous avez vu l'utérus, il y a la vessie en avant, il y a le rectum en arrière. Il y a risque d'infection, les risques de saignement. Chaque geste de plus qu'on fait en chirurgie, il y a toujours un risque de complication. C'est sûr que la majorité du temps, tout va bien. Mais si jamais une complication, il ne faut pas qu'on soit, disons, déçu ou dire « Ah ben là, si on me l'avait dit, je ne l'aurais peut-être pas fait faire. » Alors, je prends le temps de bien expliquer tous les enjeux. Puis si la patiente me dit « Non, moi, je veux la totale », je dis « OK, on va faire la totale. » Mais je ne le fais pas à tout le monde d'emblée. Donc, les risques, puis tu sais, on dit on va faire ça en chirurgie minimalement invasive par les petits trous, par enlever l'utérus par les voies naturelles, puis bon, 1, 2, 3, puis on sort en chirurgie d'un jour. Mais chez certaines patientes, pour enlever l'utérus, il y a eu parfois soit qu'il y ait des césariennes, plusieurs, ou des conditions qui sont telles que finalement, il faut ouvrir le ventre pour enlever l'utérus. Ça commence à faire une grosse chirurgie pour de la prévention, là. Mais bon, après, ben, je discute avec chaque patiente, puis on finit par s'entendre sur ce qu'on veut faire. Mais c'est sûr que d'enlever l'utérus, ça facilite quand même certaines choses. Par exemple, la femme qui prend le tamoxifène pour le cancer du sein, vous le savez, augmente un petit peu les risques au niveau de l'utérus. Ça augmente un petit peu les risques de cancer. Pas énorme, mais ça les augmente.
ça augmente les risques de saignement, puis de polype, puis de ci, puis de ça. Alors, des fois, c'est un peu ennuyeux, les femmes qui prennent le tamoxifène. Pas toutes, mais chez certaines, il y a plus d'effets, je vous dirais, sur l'utérus. Alors, c'est sûr que quand on enlève l'utérus, on ne se fatigue plus avec ça. Après, bien, si jamais c'est une femme qui envisage de prendre peut-être des hormones après, bien, si on enlève l'utérus, on n'a pas besoin de donner de progestérone, parce que vous savez, quand il y a l'utérus, puis qu'on donne des hormones, il faut donner des estrogènes, puis il faut donner de la progestérone pour protéger l'utérus, de ne pas saigner puis de ne pas faire de cancer. Alors, c'est sûr que la femme qui n'a pas d'utérus, on donne juste les estrogènes, puis on ne se fatigue pas avec la progestérone. Puis la progestérone, elle nous fatigue un petit peu parce que les études démontrent que c'est peut-être elle qui augmente un petit peu les risques de cancer du sein aussi. Puis il y a des familles, je ne veux pas embarquer aujourd'hui dans le syndrome de Lynch, à moins qu'il y en ait d'entre vous qui soyez prédisposés. Mais dans le syndrome de Lynch, c'est principalement des familles où il y a beaucoup de cancer du côlon, très jeunes, beaucoup de cancer du côlon. Et le cancer, après, le plus fréquent, c'est le cancer de l'utérus chez la femme. Alors, dans ces familles-là, c'est sûr qu'on aime mieux enlever l'utérus parce qu'elles sont davantage prédisposées au cancer de l'utérus. Donc, encore une fois, c'est toujours une question de balancer les risques et les bénéfices, puis chaque patiente, on discute. C'est sûr que la patiente qui me dit, moi, tu sais, j'ai l'utérus descendu quasiment avec les deux jambes, à chaque fois que, tu sais, j'ai une descente utérine ou j'ai des fibromes, je saigne tout le temps, tout croche, bien, tu sais, à un moment donné, on décide des fois qu'on l'enlève. Mais la patiente qui dit, moi, pas de problème avec mon utérus, il est normal, l'échographie, tout est beau, c'est pas obligé de l'enlever à tout le monde, nécessairement. Je vais finaliser, je pense, ou j'achève, la question des trompes. Alors, vous avez peut-être entendu parler que des études ont démontré au cours des dernières années qu'en fait, le cancer des ovaires chez les femmes qui ont une mutation dans BRCA1, BRCA2, pas pour toutes les femmes, mais pour ces femmes-là, de plus en plus, on sait que le cancer des ovaires, en fait, origine des trompes. Et ça, c'est assez nouveau. Et ce qu'on a compris, c'est que c'est au niveau du pavillon des trompes, le bout de la trompe, comme qui est en frange, c'est là que se développeraient les anomalies précancéreuses qui deviennent éventuellement cancéreuses, puis les cellules cancéreuses de la trompe se déposent sur l'ovaire, puis le cancer se développe. Mais quand le cancer est développé, la trompe et l'ovaire sont quasiment tous pris ensemble. On vient qu'on ne sait plus où ça a commencé, qui est allé sur qui. Là. Mais maintenant qu'on a fait les chirurgies préventives, on s'est rendu compte que quand on coupe les trompes en tranches fines puis les ovaires en tranches fines, on n'a jamais trouvé de lésions précancéreuses dans les ovaires, on les a toujours trouvées dans les trompes. C'est pour ça qu'on coupe les trompes en tranches très, très, très fines, parce que c'est là que ça commence. Alors ça, c'est une nouvelle théorie, ça fait quelques années maintenant, mais c'est clair que ça commence dans les trompes pour les cancers séreux des patientes qui ont une anomalie dans BRCA1, BRCA2. Alors, de plus en plus, la tendance, elle n'est pas encore prouvée parce qu'on n'a pas des années puis des années puis des années de recul, mais de plus en plus, ce qui paraît un compromis intéressant chez une femme assez jeune, qui a, mettons, 31, 32, 35 ans, qui a fini sa famille, bien, ça paraît intéressant de lui offrir d'enlever préventivement les trompes parce qu'on sait que c'est là que ça commence. Pour deux raisons. Premièrement, bien, c'est un moyen de contraception assez définitif. Puis deuxièmement, on pense que ça peut réduire le risque de cancer ovarien. Et plus tard, vers la fin ou mi-quarantaine ou fin quarantaine, quand on s'approche de l'âge normal, naturel de la ménopause, on retourne enlever les ovaires. Évidemment, c'est deux opérations au lieu d'une, si on peut dire. Mais ce que ça permet, c'est que ça permet potentiellement de prévenir le cancer de l'ovaire, puis c'est ça, dans le fond, qu'on veut faire, sans avoir un impact trop grand sur la qualité de vie en induisant la ménopause trop précocement. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, que je discute avec les patientes. C'est sûr que si vous êtes rendu à 45 ans, là, enlever les trompes tout seul, ouais, peut-être moins, là, parce qu'il y a quelques années, on va être rendu peut-être à l'âge d'aller chercher les ovaires, mais c'est sûr qu'à 32, 35 ans, ou tout ça, je pense que ça vaut peut-être la peine de l'envisager. Fait que c'est quelque chose qu'on offre aux patients. Mais une chose qui est importante, par contre, c'est ça, c'est que ça paraît donc une stratégie qui est logique. Actuellement, il n'y a pas de données fermes dans la littérature pour dire « je vous protège de 30 ». Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de trop nouveau. On n'a pas assez de recul statistique. Il faut dire que quand on enlève les trompes préventivement, on ne réduit pas le risque de cancer du sein comme on le fait quand on enlève l'ovaire en préménopause puis qu'on enlève le support hormonal. Donc, je n'ai pas
Cette stratégie-là d'enlever les trompes ne réduit pas le risque de cancer du sein. C'est peut-être un petit désavantage. Puis il faut bien expliquer aux patients que ça ne réduit pas, d'enlever les trompes, ça ne réduit pas tous les types de cancer ovarien. Ça réduit seulement les types de cancer ovarien de type séreux. Je dis ça parce qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, mais il y a eu une poursuite, je crois, d'une patiente qui s'était fait enlever les trompes. Elle pensait que tout était correct, tout était chocolat, qu'il n'y aura pas de cancer des ovaires. Puis elle en a développé quand même un, mais qui n'est pas relié avec le cancer séreux. C'était relié à de l'endométriose. Alors, c'est bien sûr que ça ne l'a pas protégée, mais elle n'avait pas compris comme ça. Alors, c'est important de le préciser. Puis alors, comme je le dis, c'est comme toutes les autres décisions, c'est une décision qui est individualisée avec chaque patiente selon les contextes. Mais ça paraît une alternative intéressante. La dernière chose, puis ça c'est bref, c'est la chimioprévention, entre guillemets. Évidemment, prendre un contraceptif oral, ça peut être même prescrit ou prévu comme une forme de chimioprévention, dans le sens où c'est clairement démontré que le fait de prendre des contraceptifs pendant 5 à 6 ans, ça réduit de façon significative le risque de cancer ovarien, presque 50 à 60 %. Alors, c'est quand même pas banal comme réduction de risque chez une jeune. Des fois, les mères viennent et me disent « Moi, ma fille, là, ben, tu dis, ben, mettez-le au contraceptif, c'est parfait. » Ça va l'aider en prévention du cancer ovarien. Évidemment, enlever les trompes et les ovaires, on vous l'a dit tantôt, c'est 96 %. Mais en attendant, c'est une bonne chose de prendre les contraceptifs. Sauf que, c'est toujours pareil, on propose aux femmes d'arrêter les contraceptifs vers l'âge de 35 ans. Pourquoi? Bien, parce que là, on commence à craindre un petit peu les risques de cancer du sein. Je vous l'ai montré tantôt, ça commence à monter vers 35 ans. Fait que vers 35 ans, on propose habituellement aux femmes d'éviter les contraceptifs, mais avant ça, clairement, ça vaut la peine à titre préventif pour le cancer des ovaires. Je pense que c'est pas mal tout. Après ça, j'attends vos questions.